va démarrer. Donc, c'est un grand plaisir d'avoir aujourd'hui Hugo Duminil-Copin, qui est un grand spécialiste de ces questions de théorie conforme et de cette théorie SLE, que j'ai vaguement évoquée tout à l'heure, et qui a fait des travaux importants, en particulier sur le plan mathématique, pour démontrer ce que certains physiciens croyaient être vrai depuis pas mal de temps. Mais bon, donc il est à Genève et aussi à l'Institut des hautes études scientifiques à Bure. Et Genève, en particulier dans le groupe de Smirnov, c'est un des endroits au monde où il y a eu le plus de progrès sur ces questions de SLE. Donc, je suis très heureux qu'il ait accepté de parler aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'introduction et pour l'invitation. Oui, donc, ce que je me propose de faire dans cet exposé, c'est d'essayer de vous donner à travers un exemple, qui est l'exemple, alors non pas des marches auto-évitantes, et c'est d'autant mieux puisque vous en avez entendu un tout petit peu parler avant, mais dans le cas de la percolation, d'essayer de vous donner des motivations pour, en utilisant le groupe de renormalisation, enfin une version très naïve de la renormalisation, une motivation pour le fait que ces modèles de physique statistique planaire, à criticalité, ils ont beaucoup de symétries. Ils ont toutes ces symétries conformes, et j'aimerais vous justifier un petit peu heuristiquement pourquoi ça c'est vrai. À partir de cette hypothèse, après, ce qu'on va faire, c'est essayer de voir que il y a un objet qui décrit en fait cette percolation limite, qui a été construit par Oded Schramm, Wendelin Werner et Scott Sheffield. Et enfin, je vous dirai un tout petit peu, mais je pense qu'on n'aura pas vraiment le temps, mais un tout petit peu d'indices sur la preuve elle-même. Donc, déjà le modèle. Donc, le modèle en question, c'est le modèle de percolation. Donc, c'est un modèle de sous-graphe aléatoire d'un graphe donné. Donc, vous donnez un graphe, par exemple, prenons le réseau triangulaire. Et on va prendre le sous-graphe suivant. On va sélectionner des sommets comme étant des sommets de notre graphe. Et comment on sélectionne ces sommets ? Pour chaque sommet de votre graphe, vous tirez à pile ou face et vous dites que le sommet est rouge, donc il appartient à notre graphe, disons, avec probabilité P, et il est bleu avec probabilité 1 - P. Donc chaque sommet est soit rouge, soit bleu, avec probabilité P ou 1 - P. Donc vous faites ça pour tous les sommets. Vous le faites indépendamment pour tous les sommets. Il n'y a aucune dépendance. L'état de chaque arête de chaque sommet est indépendant. Et à la fin, vous obtenez un coloriage des sommets de votre graphe. Et vous pouvez essayer de regarder quelles sont les composantes connexes, quelles sont l'allure de chacune des parties rouges ou des parties bleues de votre graphe. D'accord ? En particulier, il y a une question naturelle, c'est la plus naturelle dans ce domaine, qui est d'essayer de voir quelle est la probabilité que l'origine, qui est un sommet de notre graphe, soit connectée à l'infini par un chemin qui ne passe que par des sommets rouges. D'accord ? Donc, appelons θ de P la probabilité que 0 est relié à l'infini que par du rouge. Donc, je vais dénoter ça comme ça. Et ça, vous pouvez vous douter, la réponse va dépendre très fortement du paramètre P, là. P, c'est un paramètre qui est entre 0 et 1. Si P est très très proche de 0, ça veut dire qu'on colorie quasiment tous les sommets en bleu. Donc avoir un chemin qui aille de l'origine jusqu'à l'infini qui n'est fait que de sommets rouges, ça aura une proba très très petite. En fait, ça aura une proba 0. A l'inverse, si P est très proche de 1, ça veut dire que chaque sommet a une très grande probabilité d'être rouge. Là, ça devient très crédible qu'on arrive à avoir un chemin allant de 0 jusqu'à l'infini, fait seulement de sommets rouges. Donc en fait, l'intérêt de ce modèle, c'est qu'il a une transition de phase, dans le sens qu'en fonction de P, le comportement du modèle varie. Il y a un point critique, PC, qui dans le cas du réseau hexagonal vaut 1,5 en fait.
tel que si je dessine θ de P, il va être 0 pour tout P en dessous de 1,5. Donc si je colorie avec n'importe quelle densité qui est plus petite que 1,5, j'aurai une probabilité de 0 reliée à l'infini qui vaut 0. Elle est 1 en 1. Et en fait, elle va avoir une allure comme ça. Elle va être strictement positive dès que P est plus grand que 1,5. D'accord ? Donc ça, c'est quelque chose qui est en fait pas si simple que ça à montrer. Et l'une des choses qui intéressent les physiciens et les mathématiciens, c'est de comprendre quel est le comportement ici quand P tend vers PC. D'accord ? Donc en particulier, ce qu'on aimerait, c'est comprendre que θ de P se comporte comme P moins PC à une certaine puissance alpha. Qu'est-ce que vaut cette puissance? D'accord ? Là, pour l'instant, il n'y a aucun rapport avec la renormalisation, il n'y a aucun rapport avec l'invariance conforme. Ça, c'est une question en fait, qu'on peut poser sur n'importe quel graphe. Hein, donc vous pourriez prendre un graphe tridimensionnel, un graphe très grand, etc. Il y a vraiment, on peut faire sur n'importe quel graphe. Mais vous allez voir qu'en dimension 2, il y a quelque chose de particulier qui se passe. Alors juste pour la culture, hein, ça a été introduit par Broadbent et Hammersley. Alors malgré le fait que ce soit un modèle qui est peut-être le modèle le plus simple ou le plus fondamental en probabilité, c'est un modèle qui a été introduit bien après un grand nombre de modèles de physique statistique que vous avez peut-être déjà mentionné ou vu mentionner dans ce cours, comme par exemple, je voyais tout à l'heure, il y avait marqué modèle de Potts, modèle d'Ising, tout ça, c'est des modèles qui sont plus anciens que ce modèle-là. Par contre, c'est vraiment le modèle aujourd'hui classique en théorie de la probabilité. Alors, et ça modélise en fait la percolation d'un liquide dans un médium poreux. Vous imaginez que les points rouges, ce sont les interstices dans votre médium, et les points bleus, les endroits où il y a des particules. Alors, donc c'est un cours sur la percolation, sur la renormalisation. Donc, essayons de donner, et ce n'est pas facile parce qu'en fait, je vais vous avouer tout de suite, je préfère vous le dire, en mathématiques, on a énormément de difficultés à rendre la renormalisation rigoureuse. Il n'y a quasiment aucun exemple de renormalisation, en tout cas en physique statistique, rendu rigoureux. J'exagère un tout petit peu, mais en tout cas, dans ces cas-là, dans les cas intéressants, on n'a aucun exemple. Mais je vais quand même essayer de vous donner deux heuristiques de ce que pourrait être la renormalisation pour la percolation. Alors, premier essai, c'est de faire ce que vous avez vu pour le modèle d'Ising, c'est-à-dire de prendre la majorité. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez votre graphe triangulaire et puis vous le renormalisez en faisant des grands triangles comme ça. Et puis, au lieu d'imaginer que vous avez un réseau très fin, ici, en ce sommet, donc, je vais peut-être vous dessiner le réseau dual qui ressemble à ça. Vous imaginez que vous dessinez un grand hexagone comme ça. Et ici, au lieu d'avoir des sommets bleus et rouges sur tout le réseau initial, qui est tout petit, là, ici, comme ça, ce que vous faites, c'est qu'en chaque sommet renormalisé, vous mettez la majorité. Vous dites, OK, c'est rouge si j'ai plus de rouge que de bleu dans ce réseau, dans cet hexagone, et c'est bleu sinon. D'accord? Ça vous crée exactement, c'est l'équivalent de la block renormalization pour le modèle d'Ising, où on prenait la majorité. D'accord? Donc, j'ai une application T qui, un oméga, va me donner un oméga renormalisé à échelle R. Et vous sentez bien qu'au moins heuristiquement, il se passe quelque chose de très intéressant ici, qui est que si P est plus grand que 1,5, si P est plus grand que 1,5, la proba d'un sommet rouge, enfin qu'un sommet soit rouge ici, est un petit peu plus grande que la proba qu'un sommet soit bleu, c'est vrai. Mais maintenant, si vous renormalisez et que vous prenez une grande boîte, si vous lancez une pièce biaisée 500 fois, la probabilité que vous ayez, et que donc cette pièce est biaisée vers la face, disons,
la probabilité que vous ayez plus de faces que de face, tail, enfin bref, pile, merci, j'ai plus l'habitude de donner les exposés en anglais qu'en français. Donc face que pile va être très très proche de 1 au contraire. Donc vous pouvez imaginer que en fait, cette application, quand elle vous prend une configuration qui ressemble, on va l'appeler oméga P, une configuration qui ressemble à la percolation de paramètres P, quand vous la renormalisez, en fait, ça va plutôt se comporter comme une percolation de paramètres P'. C'est toujours vrai que l'état des sommets est différent, est complètement indépendante. Ici, je vais juste regarder les sommets qui sont dans cette partie, tandis qu'ici, je regarde les sommets qui sont dans cette partie. Donc, l'état des sommets renormalisés est indépendant, et la probabilité d'être rouge est maintenant beaucoup, beaucoup plus proche de 1 qu'avant. Donc, si on itère cette application, on s'attend à ce qu'on converge vers un point fixe trivial qui serait que tout le monde est rouge. D'accord? Donc, les itérés de oméga P devraient converger vers quelque chose qui ressemble un peu à oméga 1. À l'inverse, si P est plus petit que 1,5, on devrait converger vers oméga 0. Donc ça semble en tout cas être un très bon argument pour dire, c'est normal que le point critique, que le changement entre le sous-critique, l'endroit où il y a très peu de gros clusters rouges, et le surcritique, où au contraire on va avoir une composante connexe, doit se passer à 1,5. Et à 1,5, on pourrait espérer que la proba que chaque hexagone, que chaque sommet soit rouge sera à 1,5. Là, si je lance des pièces non biaisées, j'ai une proba 1,5 d'avoir plus de piles que de faces. Donc AP égale 1,5, il y a quelque chose qui ressemble à PR de oméga 1,5, ça ressemble en tout cas à oméga 1,5. Donc on peut espérer comme ça d'avoir quelque chose qui est plutôt stable à 1,5 et quelque chose au contraire qui converge vers des points fixes triviaux pour P plus grand que 1,5 et P plus petit que 1,5. Donc jusque-là, tout va bien, c'est plutôt rassurant et ça semble être en tout cas convaincant d'un point de vue renormalisation. Alors quel est le souci là-dedans? Il y en a, alors premier souci, peut-être, alors attention. Premier problème, là j'ai utilisé le réseau triangulaire, mais je n'avais aucune raison d'utiliser le réseau triangulaire. J'aurais pu, par exemple, essayer avec le réseau carré, ça m'aurait d'ailleurs simplifié la vie, c'est plus facile à dessiner, et puis faire exactement la même chose pour le réseau carré. Et vous êtes d'accord que toute l'heuristique aurait été exactement identique. Pas de bol, réseau carré, PC, ce n'est pas 1,5. Dans le cas du réseau carré, PC, il est strictement plus grand que 1,5. Là, je parle bien, pour ceux qui connaissent, c'est PC site. PC de la percolation par site. Donc ça montre bien que ça peut pas, cette heuristique, elle ne fonctionne pas du tout. Elle ne fonctionne pas du tout parce qu'elle vous prédit la mauvaise chose. Elle a plutôt tendance à dire, attendez, quand P est plus grand que 1,5 sur le réseau carré, on devrait, même si P est très très proche de 1,5, on devrait converger par un point fixe qui est 1. Donc on devrait imaginer qu'on va avoir des grands clusters rouges. Ça n'est pas du tout le cas. D'accord? Donc ça, c'est le premier problème. Alors on peut se dire peut-être que ce n'était pas bien de regarder Z2, peut-être qu'il fallait regarder quelque chose d'un peu plus subtil. Mais en fait, même dans le cas du réseau triangulaire, en fait, il y a un théorème qu'on peut attribuer, on va dire, à Garban, Peteux et Schramm, qui est très très intéressant, je pense, qui plus est, et qui n'est pas compris comme ça qui n'est pas... ce n'est pas la motivation principale du théorème, donc on ne l'explique pas comme ça aux physiciens, mais je pense que c'est une explication qui est très intéressante, qui vous dit qu'en fait, l'information encodée par la majorité, par la fonction majorité, elle est orthogonale à l'information encodée par la géométrie de ces chemins rouges, etc. Donc il n'y a pas quand on fait de la renormalisation sur juste le nombre de personnes ouvertes ou fermées, enfin rouge ou bleu, on vous donne au final aucune information sur la géométrie des clusters. Donc c'est en quelque sorte, il n'y a aucune chance d'avoir une renormalisation par bloc
qui puisse vous donner quoi que ce soit d'intelligent pour la percolation. Donc ça, c'est un petit peu inquiétant à première vue. Donc, information donnée par majorité, elle est orthogonale en quelque sorte, elle vous donne 0, elle est indépendante de l'information donnée par les clusters, par les composantes connexes. Donc il va falloir essayer de faire une autre chose pour la renormalisation. Alors, deuxième essai. Le deuxième essai, il va justement, on va partir de ce qu'on vient de faire ici, de ce qu'on vient de mentionner ici. On va partir du fait que de toute façon, la majorité ne vous donnera pas d'informations, pour essayer de dire, mais en fait, peut-être que ce n'était pas la bonne chose à faire au départ. Et plutôt que d'encoder la percolation par juste est-ce que chaque sommet est, est rouge ou bleu, peut-être qu'il faudrait plutôt encoder la percolation par justement en prenant comme information quels sont les chemins macroscopiques, quels sont les grands chemins, les grandes parties connectées dans votre modèle. Donc une chose qui est classique en percolation, enfin qui est maintenant classique, c'est de se dire la chose suivante. Si vous regardez une percolation, plutôt que de voir ça comme juste des rouges ou des bleus, on va plutôt voir ça comme ça. Pour chaque domaine un peu régulier, donc c'est quoi un domaine? C'est juste, si vous voulez, un rectangle un tout petit peu déformé, appelons-le Q. Pour chaque rectangle un tout petit peu déformé, ce que je vais vous donner comme information, c'est que je vais vous dire si ce rectangle est traversé ou non par un chemin rouge. D'accord? Donc, en quelque sorte, une configuration, ce sera équivalent à la collection des informations est-ce que Q est traversé par un chemin rouge. Et je regarde ça pour tous les Q, on va appeler ça raisonnable. Je n'ai pas envie de rentrer dans le... En gros, pour n'importe quel rectangle topologique régulier, imaginez un domaine de Jordan ou quelque chose de gentil. Vous pourriez même imaginer pour tous les vrais rectangles. Il faut un petit peu plus que ça, mais imaginez ça. Voilà, donc à partir de là maintenant, j'ai oublié en quelque sorte la couleur de chacun des petits sommets et je regarde juste est-ce que mes rectangles sont croisés ou pas. Et quand je définis la chose comme ça, je peux définir une approximation de oméga comme étant, donc disons que maintenant si je veux approximation de oméga, je peux faire ça en disant juste tous les rectangles suffisamment grands. Pourquoi c'est bien ça? C'est parce que je n'ai pas envie, et c'était l'un des problèmes ici. L'un des problèmes ici, c'est que même quand je renormalisais, je regardais mon réseau de plus en plus loin, je gardais en quelque sorte, mon problème, c'est que je gardais trop d'informations sur l'état de chaque arête, de chaque sommet, excusez-moi. Ici, je vais juste vous dire, imaginez que vous vouliez approximer la percolation. Quand vous regardez un modèle sur un réseau très très petit comme ça, je ne sais pas, là, c'est peut-être que la distance entre les sommets, c'est 1 sur 10 puissance k, c'est peut-être minuscule. Quand même, je ne vais que regarder les croisements de rectangles qui sont plus grands que epsilon. Je me fixe un epsilon et je regarde que les croisements de rectangles qui sont plus grands que epsilon. Ça uniformément en k. Donc j'ai beau regarder un réseau de plus en plus petit, je ne regarde que les croisements de ces rectangles plus grands que epsilon. D'accord? Alors pourquoi c'est bien de faire ça? Parce que maintenant je peux définir une application de renormalisation sur cet ensemble. Donc maintenant l'ensemble c'est juste l'information est-ce que je traverse ou pas les rectangles de taille plus grand que epsilon. Donc je peux définir TR, ou appelons-la T, qui va faire la chose suivante.
imaginez que vous ayez 4 percolations sur un triangle comme ça. D'accord ? Vous en prenez 4 indépendantes. Et ce que vous faites, c'est que vous faites la chose suivante. Première chose que vous faites, vous les collez. Vous les collez comme ça. Vous mettez, donc là, on va dire que c'est 1, 2, 3 et 4. Vous mettez la 1, la 2, la 3 ici, et puis vous faites une rotation et vous mettez la 4 comme ça. D'accord ? Vous les collez ensemble comme ça. Et ensuite, juste vous diminuez, vous faites une homothétie pour vous retrouver de nouveau, vous divisez par 1,5 pour vous retrouver de nouveau avec une percolation sur un triangle. D'accord ? Alors, quand j'ai fait ça, qu'est-ce que j'ai fait ? Si j'étais parti d'un réseau avec une certaine distance entre chaque sommet, j'obtiens un réseau avec une distance 2 fois plus petite. Vous êtes d'accord ? Mais maintenant, si je regarde juste ça en termes, j'oublie le réseau et je regarde juste ça en termes de est-ce que je croise ou pas l'information, est-ce que je croise ou pas certains rectangles topologiques, là j'avais 4 objets où j'avais de l'information sur est-ce que je croise ou pas, et maintenant j'en ai plus qu'un où j'ai cette chose. D'accord ? Donc ça, c'est une application de renormalisation tout aussi honnête que celle-là. Si je prends 4 gars, je peux vous en donner un. Alors, il se trouve que sous cette application-là, si je prends la percolation de Bernoulli de paramètres P plus grand que 1,5, donc si je prends P plus grand que 1,5, et que je prends donc l'application T qui... Alors peut-être pour même se simplifier, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va faire une première... On va prendre quelque chose et on va faire une première application qui dit je prends un modèle de percolation sur ce réseau, je le duplique en 4 copies indépendantes que je recolle et que je rescale. D'accord ? Comme ça fait vraiment une application d'un modèle de percolation sur lui-même en quelque sorte. Maintenant, donc, si je prends le modèle qui correspond à la percolation de paramètre P et que j'ai pris P plus grand que 1,5, en fait, il est possible de montrer que là, l'application, elle va effectivement vous envoyer vers une percolation qui ressemble à oméga P' avec P' plus grand que P, beaucoup plus proche de 1. La raison, c'est que si vous prenez une grande percolation de paramètre P, en fait, l'immense majorité des croisements des rectangles vont être croisés. Mais quand je vais en prendre 4 comme ça et que je les remets ensemble, ça va être encore plus vrai. Donc ça va être encore plus proche de P' de 1. Et donc là, ici, vous pouvez en fait montrer qu'effectivement, quand je regarde les itérés, ça converge vers en fait le modèle trivial. Et c'est quoi le modèle trivial ? C'est tous les rectangles sont traversés avec probabilité 1. Vous pouvez aussi faire pour P plus petit que 1,5. Et là, ça va converger, les itérés vont converger vers oméga 0. La chose intéressante sur ce processus par rapport à l'autre, sur cette renormalisation, c'est que si vous la prenez sur le réseau carré, et bien là, ici, la transition, elle va se trouver au PC du réseau carré. Elle ne se trouve pas à 1,5. Donc là, il y a quelque chose de très différent qui se passe. En fait, il y a même quelque chose de plus intéressant, qui est que on peut définir vraiment un modèle, on peut définir un point fixe. Donc cette application, elle a vraiment T, possède un point fixe. Enfin, elle possède 3 points fixes au moins. Le premier, c'est oméga 0, c'est-à-dire aucun rectangle n'est traversé. Le deuxième, c'est oméga 1. Et il y a un troisième, appelons oméga tilde, qui est beaucoup plus difficile à construire et sur lequel je vais vous dire quelques petites choses maintenant. Voilà, donc en fait, si vous voulez faire juste le go-home message de ce que j'ai dit jusque-là, c'est que si vous voulez faire de la renormalisation pour le modèle de percolation, il ne faut pas faire de la majorité, il faut regarder l'information, est-ce que je suis traversé ou non,
et faire cette procédure qui consiste à quadrupler votre modèle, le recoller et le renormaliser. Voilà. Alors, vous voyez, quand vous faites de la renormalisation pour Ising, vous prenez les Hamiltoniens et vous travaillez sur l'espace des Hamiltoniens, etc. Là, en fait, l'espace, c'est un espace topologique qui va ressembler aux mesures sur les informations de croisement ou non de ce qu'on appelle des quads, de rectangles topologiques. Donc, cet espace de mesure sur ces variables aléatoires, c'est un espace qui a été introduit par Schramm et Smirnov, et qui est un espace bien défini. Donc là, on a plutôt de la chance, parce que si on veut définir mathématiquement la renormalisation sur les Hamiltoniens, la classe des Hamiltoniens à prendre en compte, etc., c'est quelque chose qui est très compliqué à rendre rigoureux mathématiquement. Ici, là, on a vraiment un espace qui est bien fait. Les mesures de probabilité sur les collections de traversées ou pas de quad. OK. Donc ça, c'était la première partie. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette chose-là, sur cette application de renormalisation? Donc, comme je vous ai dit ici, là, si on fait le petit dessin classique en renormalisation, donc si je pars d'un point ici et que j'applique T, je vais converger vers un point trivial qui consiste à dire personne n'est traversé. Si je pars d'un point ici, je vais converger vers un point trivial qui consiste à dire que tous les quads sont traversés. Et au milieu, je devrais même peut-être le dessiner d'une autre couleur. J'ai une renormalisation à 1,5 qui converge vers un point fixe non trivial que j'ai appelé oméga tilde. Alors, dans le cas de la percolation, on croit très fortement que ce point est unique, ce point non trivial. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Donc, ça, c'est la troisième partie de l'exposé. C'est invariance conforme. Alors, imaginez que vous preniez une configuration et que vous itérez. Vous convergez vers un point fixe. Qu'est-ce que ça nous dit que ce point est fixe? Première chose, c'est que si vous commencez non pas avec oméga 1,5, mais que vous commencez avec un translaté taux de x de oméga 1,5. Donc ça, c'est le translaté par x. Vous itérez vos applications, vous allez converger vers un point fixe également. Le point fixe étant le même, ce que ça vous dit, c'est que taux x, enfin oméga tilde, doit être égal à taux x de oméga tilde. Donc l'unicité du point fixe vous donne l'invariance par translation. Si vous prenez oméga 1,5 et que vous prenez cette fois la rotation par un angle alpha de oméga 1,5. Pareil, en passant la limite par l'unicité du point fixe, ça veut vous dire que oméga 1,5 converge vers oméga tilde et rho alpha de oméga 1,5 converge aussi vers le même point fixe. Donc ça vous dit que oméga tilde est égal à rho alpha de oméga tilde. Donc vous avez invariance par rotation. Enfin, si vous faites oméga 1,5 ou que vous prenez lambda fois oméga 1,5, donc si vous faites une homothétie, dans ce cas-là, vous obtenez l'invariance par changement d'échelle. Donc, n'importe quel point fixe devrait être invariant par rotation, par translation et par changement d'échelle. Je l'ai fait pour oméga tilde, mais vous pourriez aussi le faire pour les deux points triviaux. Il n'y a aucun souci avec ça. Ils sont invariants pour des raisons triviales. Donc, invariance par scaling, par changement d'échelle. Donc ça, c'est quelque chose qui est vrai
partout dans la renormalisation. Dès que vous avez l'unicité du point fixe, vous avez ça. Mais en dimension 2, vous obtenez quelque chose de plus. J'aimerais l'illustrer. Essayez de vous donner une toute petite idée pourquoi ça doit être vrai. Donc imaginons que on soit en train de décrire une percolation, cette espèce de percolation continue que pourrait être oméga tilde. Notez que oméga tilde n'est pas sur un réseau. Hein. Je suis parti du réseau triangulaire. J'ai itéré, je suis tombé sur un réseau de plus en plus fin, etc. Il disparaît à la limite. Moi, la seule information que j'ai, c'est est-ce que les rectangles sont traversés ou non. Donc pensez maintenant à une sorte de percolation continue, un coloriage un peu continu du plan. Et imaginons qu'on essaye de suivre. Imaginons qu'on essaye de suivre une interface entre le rouge et le bleu dans un espace. Voilà. Donc là, je suis en train de suivre une interface entre le rouge et le bleu. Alors, je ne dessine pas très bien les chemins fractaux. En fait, l'interface est très fractale. Je vais vous la faire gentille comme ça et ce sera suffisamment compliqué pour moi. OK. Donc, imaginons que je regarde la percolation oméga tilde, donc dans un gentil, disons dans un cercle comme ça. Donc, je sais que si j'applique une application f, et si f, c'est soit une translation, soit une rotation, soit un changement d'échelle, ou soit en fait n'importe quelle combinaison des trois, je vais obtenir quelque chose qui aura la même loi que ce que j'ai obtenu ici, qui ressemblera à ça. Mais ce que j'aimerais faire, c'est faire quelque chose de plus compliqué. Imaginez que j'applique une autre fonction, que ces combinaisons qu'une similitude. OK, mais imaginons que cette fonction, localement, elle ressemble à une similitude. D'accord? Si je fais ça, et que je suis mon interface, donc je peux commencer à la suivre, disons qu'au début, elle ressemble à l'identité, et disons qu'à partir de là, je n'essaye plus de suivre. Donc là, ici, je prenais, si ça c'était gamma, là je prenais f de gamma, ou f de gamma. Maintenant, pour la suite ici, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la similitude qui approxime le point ici, qui approxime f ici. D'accord? Donc j'ai dit que f ressemblait à une similitude. Au voisinage de, appelons-le x1, ce point, et je vais l'appeler f de x1, cette similitude. Bah, ici, dessinons f de x1 plutôt que f de x. Donc là, ici, je vais dessiner f de x1 de gamma jusqu'à un point x2. Et à partir de ce point x2, ben, ma fonction, elle ressemble à une similitude f de x2 au voisinage de ce point-là. Donc je vais dessiner f de x2 maintenant, de gamma, jusqu'à un point x3, etc., etc. Donc vous voyez, au lieu de dessiner la chose qu'on a envie de dessiner, c'est on a envie de dessiner f de gamma. Mais au lieu de dessiner f de gamma, ce que je vais faire, c'est que je vais faire par petits morceaux, et à chaque fois, je vais dessiner f xi de gamma, au lieu f de gamma. À chaque fois, je vais approximer par la similitude au lieu d'approximer par f. Alors, mon chemin va être un petit peu différent de f de gamma, puisqu'à chaque fois, j'approxime par quelque chose d'un peu différent. Mais vous pouvez me croire, physiquement, c'est naturel de se dire si f ressemble localement à ces similitudes, si je fais sur des pas suffisamment petits, cette espèce de combinaison de f de xi de gamma, là, que je fais, elle va ressembler énormément à f de gamma. Bon, mais si on croit ça, je vous rappelle que f xi de gamma, f de xi est une similitude, donc f xi de gamma, ça a la même loi par invariance, par rotation, scaling et translation, ça a la même loi que gamma. Ça a la même loi que la percolation de base. Donc du coup, cette drôle d'interface que j'aurais dessinée, en fait, elle a une loi qui est en gros la loi de gamma.
Mais qu'est-ce que je viens de montrer là? Je n'ai rien montré, hein, bien sûr, mais qu'est-ce que je viens de vous motiver? Je viens de vous motiver qu'en fait, l'invariance qu'on a est beaucoup plus forte que l'invariance par les similitudes. En fait, on a une invariance par toutes les applications qui localement ressemblent à des similitudes. Et ces applications-là, ce sont les applications conformes. Donc en fait, à partir de ça, et là, je vous accorde, si vous n'êtes pas convaincu, c'est bon signe, parce que c'est effectivement, il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas tout à fait cachères dans la façon dont j'ai fait ça, mais en fait, ces symétries-là devraient vous impliquer symétrie par application conforme, c'est-à-dire les applications qui conservent les angles, en fait. Hein. Et pour les mathématiciens, ce sont les applications holomorphes injectives. Donc toutes ces applications qui localement ressemblent à des similitudes. Alors pourquoi c'est très utile d'avoir ça? Parce qu'il y en a beaucoup des applications comme ça. Donc on a énormément de symétrie pour ce oméga tilde. Et plus on a de symétrie, plus il est simple de décrire un objet. C'est la base de la physique et des mathématiques. Alors, juste pour quand même donner quelques noms, l'invariance par rotation, scaling, donc homothétie et translation, ça va en fait, ça prend ses origines dans le groupe de renormalisation. Donc il y a plein de noms qui sont mentionnés. Mentionnons par exemple Kadanoff. Il y aurait plein d'autres personnes à mentionner. L'invariance par... donc ça, c'est dans les années 60. Hein. L'invariance par application conforme, ça a pris un peu plus de temps en fait, à émerger, surprenamment. Ça paraît très naturel, mais ça prend un peu plus de temps à émerger. Et donc ça, c'est 66, par exemple. Et les noms qui sont importants, c'est Belavin, Polyakov et Zamolodchikov. Et ça, c'est plutôt les années 84, etc. Pourquoi c'est utile donc d'avoir ça? Parce que ça vous permet, donc toutes ces symétries en particulier, vous permettent de décrire les objets, les observables de votre modèle. Donc en particulier, il y a une observable qui est intéressante, c'est la plus simple, en fait, dans notre contexte, c'est l'observable la plus naturelle à considérer. C'est quoi? C'est de regarder l'indicatrice de ce rectangle est traversé. Je vous donne un rectangle, ABCD, un rectangle topologique. Dites-moi s'il est traversé ou pas. Alors là, on regarde des choses... exactement, quand on regarde le modèle d'Ising, on ne regarde pas est-ce que le spin vaut plus ou moins, on regarde les corrélations entre les différents spins. Donc ici, vous pourriez regarder, par exemple, quelle est la probabilité à 1,5 de traverser ce rectangle. Donc là, imaginez que vous ayez, par exemple, un tout petit réseau de taille delta. Donc est-ce que je suis traversé ou pas? En utilisant l'invariance conforme, on peut prédire que cette chose-là, c'est la même pour tous les rectangles qui sont images les uns des autres par une application conforme. Donc, il y a un théorème qui s'appelle le théorème de Riemann. Quand on dit le théorème de Riemann, on ne dit pas grand-chose. C'est un théorème de Riemann, théorème d'uniformisation de Riemann, qui vous dit que n'importe quel rectangle comme ça topologique, je peux l'envoyer sur... par exemple, un disque avec 4 points sur le bord, mais je peux aussi l'envoyer sur un triangle, comme ça, A', B', C', par une application conforme, F. Et le point, donc je peux toujours le faire sur un triangle équilatéral quand j'ai 3 points, A, B, C. Et le quatrième point, du coup, il va se retrouver quelque part ici. D'accord ? Bon, la proba de croisement ici, c'est la même que la proba de croisement, ou quasiment la même que la proba de croisement de là à là. D'accord? C'est ce que prédit l'invariance conforme. Le modèle ici
est identique au modèle quand je fais l'application conforme F. Alors attention, hein, il n'est jamais identique quand je prends juste un réseau, je ne sais pas, par exemple, avec des interstices de 1 sur 100 milliards. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas encore arrivé au point fixe dans l'application de renormalisation. Hein. C'est vraiment à la limite, on obtient quelque chose d'invariant conforme. Alors pourquoi c'est bien? Parce que cette formule en plus, là, donc la proba là est égale à celle-là, mais ici la formule, en fait, on peut la calculer en utilisant des équations aux dérivées partielles, etc. Et on obtient que ça, en fait, c'est x, où x c'est cette longueur, si cette longueur vaut 1. Donc si je prends un triangle équilatéral, donc si j'envoie mon rectangle topologique sur un triangle équilatéral, alors la proba de croisement, c'est à peu près la distance entre C' et D'. Donc vous pourriez vous dire, mais là, il y a peut-être beaucoup d'applications conformes qui envoient un domaine comme ça, un domaine comme ça, et en particulier, il y en a peut-être qui envoient à des points D' différents. Alors ce n'est pas le cas. Il existe une unique application conforme qui envoie ça sur, enfin, ce domaine sur ce domaine équilatéral, A, B, C sur les 3 points qui sont les sommets du triangle équilatéral. Et puisqu'il existe une unique application, l'image de D, qui est ici, est fixée. Il n'y a vraiment aucun choix. Ce qui est rassurant puisque c'est déterminé par le... Donc cette formule, ça s'appelle la formule de Cardy. Et aujourd'hui, on l'appelle aussi la formule de Cardy-Smirnov parce que cette formule a été prouvée mathématiquement. Et je vais beaucoup plus lentement que ce que j'avais prévu, c'est pas grave. Alors, comment elle a été prouvée? Et donc, on en est à peu près à la première page sur les 10 que j'ai prévus, je pense, quelque chose comme ça. Mais c'est pas grave. Ne vous inquiétez pas, je ne vous empêcherai pas d'aller manger. Alors, je vais vous dire un tout petit peu, du coup, vous raconter un tout petit peu de SLE. Donc, cette formule a été approuvée en utilisant... Enfin, en utilisant un lien avec ce qu'on appelle le SLE. Je me rends compte que je suis en train de faire un petit résumé qui ne va pas trop bien, mais bon, c'est pas grave. Alors, je vais essayer, on m'a demandé de donner un exposé sur le SLE, donc pour l'instant, je ne vous ai pas encore mentionné ce que c'était. Donc, je vais peut-être plutôt me focaliser là-dessus. Donc, je ne sais pas, quatrième partie, SLE. Donc, quel est le lien avec tout ce que j'ai raconté avant et quel est le but? Donc, on a vu qu'il y avait des symétries conformes dans notre modèle, où c'est naturel de prédire qu'il y a des symétries conformes. Donc, une des questions naturelles, c'est est-ce qu'on peut décrire une courbe qui a ces symétries conformes? Est-ce qu'il y a un moyen naturel de décrire une courbe qui a des symétries conformes? Et deuxième question, bon, peut-être qu'on peut le faire, mais est-ce que ça a un intérêt? Est-ce qu'on y gagne quelque chose? Parce que, bon, a priori, ce n'est pas gagné. Alors, il y a quelque chose. Donc, symétrie conforme, ça veut dire application conforme. Donc, application conforme, c'est en particulier des fonctions holomorphes, donc des fonctions qui sont dérivables au sens complexe. Bon, la théorie des fonctions holomorphes, c'est quelque chose qui a fasciné les mathématiciens depuis l'introduction de ces applications. Donc, oublions pendant un moment la physique statistique et posons-nous simplement la question, est-ce qu'on peut encoder une courbe dans un domaine planaire de façon simple? Est-ce qu'il y a moyen de faire ça? Donc imaginez que, par exemple, prenons le domaine le plus simple, prenons un demi-plan, enfin je ne sais pas si c'est le domaine le plus simple, mais pour mon cas ça va être le domaine le plus simple. Prenons un demi-plan, donc c'est tout ce qui est au-dessus là, et essayons d'encoder une courbe qui croît de 0 jusqu'à l'infini. Jusqu'à l'infini, excusez-moi. Alors, première chose qu'on peut essayer de faire, imaginons qu'on s'arrête à un temps S. Pour l'instant, on a juste encodé notre fonction bêtement. Je ne sais pas, imaginez que c'est quelque chose qui est en train de croître sur le réseau triangulaire. On l'encode par le temps, juste en la traversant à vitesse 1, en allant à vitesse 1. Donc j'ai une courbe qui est arrivée, donc gamma, qui est arrivée à ce point-là et qui a décrit cette courbe. Comment je peux l'encoder? Le théorème de Riemann, comme je vous ai dit, peut prendre un domaine
et le renvoyer par une application conforme à un domaine plus simple. Donc ici, ce que je pourrais essayer de faire, c'est de prendre ce domaine où j'ai découpé cette courbe et l'envoyer sur le domaine où je n'ai rien découpé du tout. Donc il existe une application conforme, appelons-la G, qui envoie ce domaine découpé sur ce domaine. Alors tout à l'heure, je vous ai dit, je prends un domaine rectangulaire, je peux l'envoyer sur le réseau triangulaire, sur le triangle équilatéral. Et je vous ai dit, mais en plus, je peux envoyer A sur A', B sur B' et C sur C'. Si je ne vous avais pas dit, je veux envoyer A sur A', B sur B' et C sur C', en fait, il y en a beaucoup des applications qui envoient ce rectangle sur le triangle équilatéral. Donc ici, il y en a aussi beaucoup des applications qui envoient ce domaine sur celui-là. Donc la première chose à faire, pour essayer de faire les choses bien, c'est d'essayer de déterminer un peu quelle application je vais prendre parmi toutes les applications qui font ça. Et il y a une façon de le faire qui est de décider du développement asymptotique, du comportement de cette fonction quand z tend vers l'infini. Imaginez que vous êtes un petit observeur, vous êtes en z et vous allez vers l'infini. Ce que vous avez découpé de la courbe ici, ça devient de plus en plus petit. Donc une normalisation relativement naturelle à essayer d'avoir, c'est de vouloir que g de z se comporte comme z à l'infini, comme l'identité. En fait, vous pouvez même fixer le terme constant, vous avez le droit de le faire, donc fixons-le à 0. Et après, vous allez avoir un terme en 1 sur z que ça, vous ne contrôlez pas. Il y a une constante ici, en fait, on peut prouver qu'elle est toujours positive, cette constante. Ça s'appelle la capacité de votre courbe. Et une des propriétés de cette capacité, c'est que ça croît quand S croît. Quand je fais croître ma courbe, si je prends par exemple cette courbe-là, et que je prends la fonction associée à cette courbe, la courbe avec le blanc et le rouge enlevés, vous obtenez une fonction qui a cette asymptotique, mais ici, j'ai un C de donc S plus S', qui est plus grand que C de S, strictement. Alors pourquoi ça c'est utile? Parce que ça vous dit, mais en fait, j'ai été bête, je n'ai pas renormalisé proprement, enfin, je n'ai pas indexé dans le temps proprement ma fonction. En fait, une bonne façon de faire, c'est de paramétriser ma courbe de telle sorte que gamma t soit, donc là, utilisons peut-être une troisième couleur, que gamma t soit telle que ici j'obtienne t. Bon, alors en fait, les mathématiciens, pour des raisons toujours bizarres, mais on n'aime pas les fractions, donc on met 2t, ça évite d'avoir des fractions autre part. Donc, vous pouvez renormaliser comme ça. Et là, maintenant, vous avez une unique application, je vais l'appeler GT, une unique application qui envoie mon domaine moins la courbe au domaine initial. Alors, une chose qu'on peut voir dans ce cas-là, c'est qu'en fait, gamma de t, il est envoyé quelque part, et ce quelque part, c'est sur la ligne, sur l'axe des réels, et on appelle ça WT. Donc, pour chaque courbe croissant dans le plan, je peux associer par cette procédure une fonction WT, et cette fonction, notez qu'elle se comporte, elle est juste sur l'axe réel. Donc, c'est une fonction à valeur réelle. Là, il y a quelque chose d'assez étonnant, qui est que vous partez d'une courbe dans le plan et vous y associez une fonction unidimensionnelle, une fonction sur l'axe réel. Alors, ce ne serait pas très utile s'il n'y avait pas en fait une procédure inverse. C'est-à-dire que ce que je peux maintenant faire, c'est que je peux vous donner WT, ou peut-être vous me donnez WT, et moi je vous construis une courbe associée à ce WT. Alors comment on fait ça? Bon, j'ai pas le temps de le faire, mais j'ai vu que vous avez écrit l'évolution de Loevner. Il y a une équation à suivre qui est celle-là.
vous résolvez cette équation et vous regardez l'ensemble des z pour lesquels cette explosion explose avant le temps t, ben ça vous donne exactement les points qui sont là. Donc pensez à Wt comme une force, on appelle ça driving force. C'est quelque chose qui vous dit à quel point, la façon dont elle bouge vous dit à quel point vous devez tourner et bouger quand vous découpez en quelque sorte cette courbe. D'accord ? Alors, pourquoi, juste dans les 5 dernières minutes, quel est le lien avec... Donc ça c'est... Il n'y a pas de probabilité ici, il n'y a pas de percolation, il n'y a rien. Enfin, non, il y a beaucoup de choses, mais... donc ça, c'était introduit par Loevner. Et en fait, c'était introduit par Loevner pour résoudre une conjecture qui s'appelle la conjecture de Bieber-Bach sur le comportement des coefficients de fonctions holomorphes. Donc absolument rien à voir avec la renormalisation, avec la physique statistique, etc. etc. Maintenant, donc ça c'était Loevner, c'est dans la première moitié du XXe siècle. Quel est le lien avec la physique statistique ? Ben, c'est Oded Schramm qui l'a observé, ce lien. Donc Oded Schramm a fait l'observation suivante. Il a dit, imaginez que je prenne une courbe aléatoire, enfin que je prenne un modèle de percolation, par exemple, et que je vous dise, voilà, je vais découvrir... Où est mon bleu ? J'en ai vraiment encore pour 5 petites minutes et on est bon. Imaginez que je prenne un domaine comme ça, et pour définir une exploration dans ce domaine, je colorie volontairement tous les sommets à gauche en bleu, tous les sommets à droite en rouge. Et je commence à faire l'exploration de la percolation à l'intérieur. Donc je vais ressembler à ça, hein. J'ai quelque chose. De temps en temps, je vais rebondir sur le bord, mais j'ai une courbe comme ça. Et notez que si je m'arrête à un point, donc c'est exactement une courbe comme la courbe que je décris ici, j'aurais d'ailleurs pu commencer sur le demi-plan supérieur. Mais notez que par invariance conforme, si je m'arrête ici et que je regarde la courbe après, elle a la même loi que la courbe que j'obtiendrais si je faisais d'abord une application conforme pour ramener ça ici et que j'explorais la percolation ici. D'accord ? Oui ? Hein ? Midi et demi ? Midi 15, non ? On m'a dit. Ah, oui, d'accord. Merci. Et merci aussi. Oui, donc, mais genre, 10 minutes, ce sera largement suffisant, et puis même 5 minutes, ça devrait suffire. Donc, j'ai cette propriété d'invariance conforme qui me permet de dire que si je découvre un bout de la courbe, que je m'arrête, que je fais une application conforme, j'obtiendrai le reste de la courbe, c'est exactement la même chose que la courbe dans l'image par application conforme. Donc si j'applique ça tout simplement à mon demi-plan, et que je fais quelque chose comme ça, quand je vais appliquer GT, ici, la suite de la courbe va avoir la même loi que la suite de la courbe ici. Et ce qu'a observé Oded Schramm, c'est que du coup, ça nous dit quoi sur WT ? Ça nous dit que WT, donc j'explore W, je vous donne WT, enfin WS jusqu'à un temps T. Maintenant, j'ai envie de vous dire, mais c'est quoi la loi de WT après ? C'est quoi WT après ? Là, j'applique mon application conforme et je vous dis, mais en fait, maintenant, c'est exactement comme si j'étais parti dans mon espace, dans mon demi-plan. Donc en fait, la loi de WT après le temps t, ça va être la même que la loi de W0, etc. jusqu'à WT. Donc en fait, la loi de W, on va l'appeler T plus S, pour S plus grand ou égal à 0, c'est la même que la loi de WS pour S plus grand ou égal à 0. Et il y a même une deuxième information qui est que clairement la percolation dans ce qui reste est indépendante de ce qui s'est passé jusque-là. Donc il y a une deuxième information, c'est qu'en plus c'est indépendant de WU pour U plus petit ou égal à T. Donc
mon processus, ma force conductrice, sa loi après le temps t, c'est la même que la loi, enfin elle est indépendante de tout ce qui s'est passé jusqu'au temps t, et elle, je viens de me rendre compte par contre que j'avais oublié quelque chose, excusez-moi, c'est wt plus ça. Enfin, attendez, qu'est-ce que je voulais faire? Moins wt. Donc la loi après le temps t, c'est la même, elle est identique à la loi depuis le temps zéro en fait. Et ça, il y a un seul processus qui satisfait cette propriété-là, c'est le mouvement brownien. Donc, Oded-Schramm, à partir de cette propriété de domaine Markov, ce qu'on appelle, une propriété markovienne de domaine, c'est pas facile à traduire, et l'invariance conforme, on déduit qu'en fait, la seule loi possible pour Wt, c'est que ce soit un mouvement brownien. Alors, bien sûr, il y a un tout petit souci, c'est que le mouvement brownien, vous pouvez fixer sa variance, et qu'il faudrait savoir quelle est la variance qui correspond à la percolation. Et en fait, la variance, c'est kappa égale 6. Il y a un paramètre comme ça. C'est le mouvement brownien de variance 6. Ce qui est d'autant plus prodigieux avec ce processus, c'est qu'en fait, il n'a pas du tout été introduit pour la percolation, il a été introduit pour comprendre un modèle qui mimiquait ce qui se passait pour les marches auto-évitantes, ce qu'on appelle les modèles de marche à boucle effacée. C'est pour ça qu'Oded-Schramm l'a inventé. Et dans ce cas-là, en fait, on obtient un processus de brownien aussi pour le processus de la driving force, mais le kappa vaut 2. Et donc, Oded-Schramm a inventé ce processus pour ces marches à boucle effacée. Et un jour, il s'est rendu compte qu'en fait, en mettant d'autres valeurs de kappa, d'autres valeurs que 2, il obtenait d'autres processus. Il obtenait en particulier pour kappa égale 6 la percolation. Pour kappa égale 8 tiers, il obtenait les marches auto-évitantes qui ont été mentionnées dans le cours d'avant. Pour kappa égale 3, il obtenait le modèle d'Ising, les interfaces dans le modèle d'Ising. En fait, quand kappa varie, vous pouvez décrire toutes les classes d'universalité de la théorie conforme des champs. Donc c'est un processus qui a ouvert tout un nouveau pan de la théorie conforme des champs, qui est le pan des mathématiques rigoureuses, des preuves rigoureuses d'invariance conforme de modèles. Et en particulier, à partir de la preuve de Smirnov de cette formule de Cardy, on peut obtenir en quelque sorte l'invariance conforme totale, c'est-à-dire l'invariance conforme du processus de percolation comme je l'ai décrit ici, c'est-à-dire avec toutes les informations, j'ai effacé, mais avec toutes les informations sur quels sont les rectangles qui sont croisés, etc., etc. On peut en particulier de ça obtenir les exposants critiques de la percolation et prouver, peut-être ce qui était la question originelle, que θ de P se comporte comme P moins 1,5 à la puissance 5 sur 48, comme tout le monde l'aurait deviné, je pense, au début du cours. Voilà, merci beaucoup.